Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau podcast Ma Première Fois, le podcast dédié à toutes ces histoires d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Je suis Hervé Van Rijn, le CEO de RH Performance, cette belle entreprise qui vous aide dans vos recrutements, vos formations, vos séminaires, vos team building et vos outplacements. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Dumarché. Alors, Guillaume et moi, on s'est connus il y a de très nombreuses années. Nous avons été sur les mêmes bancs, non pas de l'école ni du lycée, mais la faculté, et on a découvert non pas le monde de l'entrepreneuriat, mais le monde de l'association à travers le bureau des élèves. De très très belles années derrière nous. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Bonjour Hervé, je vais bien, merci. Super. Guillaume, comment tu pourrais te présenter succinctement pour que nos auditeurs comprennent la belle richesse de ton parcours ? Alors, donc Guillaume Dumarché, moi j'ai 53 ans, je suis entrepreneur depuis peu. J'ai été salarié pendant 27 ans à peu près, dans des parcours commerciaux, marketing, achat, dans la distribution et dans l'industrie. Donc j'ai travaillé pour des groupes industriels comme le groupe Savencia à l'époque qui s'appelait Bongrain, pour des marques comme Cœur de Lion. J'ai travaillé pour Unilever, mais j'ai travaillé aussi pour Auchan, j'ai travaillé pour Système U à l'époque, avant de s'appeler Coopérative U, où j'étais successivement patron des achats PGC, puis ensuite je me suis occupé du marketing et de la com. Ensuite, j'ai quitté U en 2014, je crois, de mémoire, 2014-2015, pour rejoindre Kingfisher, où j'étais en charge de la partie centrale, donc tout ce qui était achat marketing de l'enseigne Castorama. Et puis ensuite, j'ai quitté Kingfisher, ou on s'est quitté avec Kingfisher, on va dire ça comme ça. Je devais pas être assez bon en anglais pour ça doit être ça. Pour rejoindre un projet chez Invivo Retail, donc qui était la création d'Invivo Retail, avec l'intégration de Jardiland dans le groupe qui détenait historiquement des jardineries, Gamme Vert, etc., Delbar, etc. Et puis là, j'ai arrêté ça en 2022. J'ai quitté le monde du salariat en 2022. On va y revenir. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton parcours, c'est qu'il y a des points d'étape assez clés. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue ensemble, devait être en 2013-2014, où on s'était vu et tu avais déjà eu envie de créer ta société. Et je me souviens, c'était quoi ? C'était créer un magasin, reprendre un magasin, c'est bien ça ? Oui, en fait, en 2013 à l'époque, donc une opportunité se présente. J'étais salarié chez Système U, et depuis toujours, de toute façon, et depuis mon contrat de mariage, en fait, tout est prévu pour devenir entrepreneur, pour être capable de prendre en main ma carrière professionnelle. Et en fait, à l'époque, oui, on a failli reprendre un magasin, donc on a avancé sur le projet, on a tout quitté, on était en région parisienne, mais on a prévu de tout quitter, on a vendu notre maison, on a scolarisé nos enfants ailleurs, etc. Et puis, ça ne s'est pas fait à 15 jours de la signature. Donc, tu es en train de nous dire que tu as tout vendu, maison déscolarisée, etc. Et à 15 jours de la signature, ça ne se fait pas. Comment on vit un moment comme ça où, j'ai envie de dire, c'est organisé, c'est structuré, on prend des risques, on vend, on fait déménager femmes et enfants, et 15 jours avant, ça ne le fait pas. Comment on vit ces moments-là ? C'est dur d'un point de vue familial d'abord. Parce que le projet professionnel, moi, pour ma part, je le vis après le projet familial. Donc, quand vous avez des enfants qui ont 15-16 ans, des ados à bouger, c'est pas tout à fait évident. Et à l'époque, j'ai juste demandé à partir 5 semaines en vacances, à repasser du temps avec eux pour remettre à zéro un petit peu tout ça, retrouver un logement en région parisienne qui n'était pas le cas, etc. Mais je n'avais pas démissionné. Parce que pour comprendre, cette prudence-là, je quittais la région parisienne pour aller dans le Nord. Donc on avait tout organisé dans le Nord. On n'avait pas physiquement déménagé puisque ça devait se faire quelques mois après, mais tout était organisé et finalement ça ne s'est pas fait. Donc heureusement pour moi, je n'avais pas démissionné à ce stade, à ce stade du projet. Donc j'ai juste pris une grande respiration. Puisque je suis resté dans la même boîte, qui était la boîte dans laquelle je voulais investir, parce que c'était pour acheter un magasin U. Et puis je suis revenu 5 semaines après avec de la déception, bien sûr. Il a fallu redémarrer, retrouver un autre projet. Et comment on rebondit après ça ? Avec beaucoup de volonté, en se disant finalement, ok, c'est pas pour nous. Celui-là n'était pas pour nous. Donc on en trouvera un autre après, pas grave. Et tu disais que déjà dans ton contrat de travail, tu avais déjà en tête, contrat de mariage, pardon. Tu avais déjà en tête de créer. Ça vient de où cette envie, je dirais même ce besoin de créer une entreprise ? Le besoin d'indépendance. Indépendance ? Ouais, l'indépendance. Le fait d'être chez moi, prendre mes propres décisions, m'assumer, etc. J'en ai jamais eu les moyens avant.
mais j'en ai jamais eu les moyens parce que la vie s'est présentée comme ça. Et finalement, j'ai œuvré, construit pour pouvoir à un moment donné le faire. Ouais. Donc c'est reparti. Tu as failli créer ta société, ça se fait pas. Donc tu repars dans ta vie de cadre dirigeant avec on l'a vu, un très beau parcours, des Kingfisher, des Système U, des Invivo, etc. Puis je propose un petit voyage dans le temps. On arrive, quand tu m'as raconté ça m'a amusé, en même temps interpellé. C'est que ta dernière expérience, tu connaissais ta date d'entrée et dans ta tête, tu savais quand tu allais quitter cette société pour te relancer dans une deuxième aventure, c'est bien ça? Oui, en fait, il y avait... donc j'ai dû rentrer en 2018 chez Invivo. Je savais qu'à côté de moi, j'avais un projet qui avançait, qui était celui de la création d'un supermarché, un projet qui est opérationnel maintenant. Sauf que le niveau de recours pour la création de ce type d'entreprise est quand même très élevé, puisqu'on est allé jusqu'au Conseil d'État, parce que les concurrents n'aiment pas forcément que quelqu'un arrive sur leur zone, et c'est de bonne guerre. En tout cas, le système législatif le permet. Et du coup, je savais que j'avais devant moi un slot de 3-4 ans pour m'investir dans un projet d'entreprise. Le projet était intéressant. J'avais été pas clair parce que j'avais pas de date précise, j'avais pas d'échéance précise. Mais par contre, j'avais dit ce sera pas ad vitam. Et dans ta tête, tu savais que c'était une durée, comme je disais, un slot de 3-4 ans. C'était un slot de 3-4 ans et qui correspondait aux enjeux du groupe. Parce qu'il fallait retourner, il fallait retrouver de la rentabilité, il fallait recréer de l'énergie. Et est-ce que c'est facile d'être dedans et dehors? Toi, dans cette expression dedans-dehors, c'est que tu étais à la fois dans le projet dans lequel tu étais pour Invivo, avec des lourdes responsabilités. Et quand je dis dehors, c'est penser à ce projet d'entrepreneur. Il faut le prendre comme un hobby. Il faut le prendre comme un hobby finalement et se concentrer. Ça ne demande pas beaucoup de travail en soi. Naturellement, ça mobilise le mental de temps en temps. Savoir faire la part des choses. En l'occurrence, je me sentais tout à fait à l'aise dans mon implication. Je pensais que j'étais au bon niveau dans mon travail au quotidien. Est-ce que je peux traduire ton propos, en tout cas tenter de le traduire? C'est que tu dis quelque part, c'est un hobby, c'est-à-dire que quand on développe son propre projet professionnel, c'est pas du travail. C'est du plaisir, c'est construire sa propre indépendance, comme tu le disais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis allé... moi, le fond du sujet pour moi, c'était de devenir indépendant. Donc, peu importe. Ça faisait 25 ans que j'attendais quand même. Donc, j'avais le temps que ça dure 1 an de plus, 6 mois de plus. Je me disais aussi, tant pis si ça se fait pas, parce que ça s'est déjà pas fait une fois. Peut-être que j'irai faire autre chose. Du coup, je retrouverai un projet de dirigeant. Mais pour autant... à un moment donné, quand même, ce qui a accéléré les choses... Il y a 2 choses qui ont accéléré... ma conviction pour me dire allez c'est bon on y va cette fois-ci. Le premier sujet c'est le projet de salariat tel que je le vivais ne répondait pas à il y avait bien sûr cette volonté de devenir indépendant, mais il y avait aussi la volonté de transmettre que j'ai découverte plus tard. Transmettre à qui? Transmettre à mes enfants. À tes enfants. Ouais, transmettre notamment. Aujourd'hui, j'ai un de mes 3 enfants qui souhaite, qui avance dans ce métier. Et alors moi, il me reste quelques années à vivre, mais pour autant, je trouve ça passionnant de se dire, finalement, transmettre, ça peut être un truc super sympa. Et donc, si on peut construire quelque chose de viable pour les enfants et préparer une transmission, former ses enfants, aller au bout. Il y a la partie éducation, et puis il y a aussi parfois une forme de connivence qu'on peut développer avec ses enfants, et faire quelque chose ensemble, pour moi, c'était important. Cette envie de transmettre, elle est venue dans un second temps? Non, elle a fini de me convaincre. D'accord. Elle a fini de me convaincre, de me dire, finalement, ton projet, quand tu es directeur général d'une boîte, c'est quoi? Tu changes de job, tu redeviens directeur général d'une boîte. Et en fait, il y a un moment où les sujets de pyramide, alors oui, on peut prendre des entreprises plus grosses, beaucoup de dirigeants vont se satisfaire de ça, ou des challenges un petit peu différents, mais au final, on n'a pas cette indépendance. Et je me dis, finalement, plutôt que de renouveler le projet vers un MeToo de ce que j'avais fait avant, je trouvais ça passionnant de me dire, là, je vais faire un truc, ça m'appartient, je suis chez moi, et en plus, je peux en venir à transmettre. Je vais rebondir sur le sujet de la transmission. Quelles précautions il faut prendre avant de faire venir quelqu'un de sa famille, de faire venir un enfant? C'est-à-dire qu'on emmène une relation d'amitié, d'amour paternel, un père, un fils, et cette relation, on va l'emmener dans le cadre du travail. Quelles précautions il faut prendre avant?
Alors, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus, hein, parce que le mien est en train de se former ailleurs, et il se forme, il grandit ailleurs, et peut-être d'ailleurs qu'il voudra jamais s'impliquer, ce sera sa décision. Pour autant, je ne sais pas non plus ce que veut faire mon troisième enfant. Aujourd'hui, j'ai une fille, je sais pas du tout si demain elle veut pas devenir aussi rentrer dans l'entreprise familiale. Le premier sujet pour moi, c'est l'équilibre. Le premier point de vue, c'est l'équilibre. J'ai 3 enfants, et je souhaite que ce que l'on transmet, ce que l'on partage, soit vraiment en préservation de l'équité. C'est-à-dire, je fais extrêmement attention, et avec mon épouse, on fait très attention à ce que l'équité soit préservée pour que on conserve l'amour qu'on donne à nos enfants tous les jours, et qu'on puisse poursuivre ce noyau familial, donner du sens à ce noyau familial. Donc, de l'équilibre financier, pour que personne s'engueule, de l'équilibre dans la proximité, c'est-à-dire que oui, en effet, on va se partager du temps au niveau du travail, mais derrière, ça ne veut pas dire que d'un point de vue privé, on ne va pas partager du temps non plus avec les autres. Alors certes, il y aura probablement plus de connivence, mais peut-être plus de problèmes. Puis réussir à donner des limites, à faire la part des choses, pas trop ramener le travail à la maison. Mais je pense que ça marche à une seule condition. Pour le voir, moi je suis dans un groupement où on est tous indépendants, et il y a énormément d'enfants qui reprennent les entreprises des parents. Le premier sujet, en tout cas pour le mien, ou pour les miens, ça va être qu'ils aient un projet pour l'entreprise. Ils reprennent pas la boîte des parents, à mon sens. Ils viennent, et c'est à eux d'avoir un projet entrepreneurial autour de l'entreprise que les parents ont construit. Donc c'est comme si je rachetais quelque chose et que j'allais m'impliquer dedans avec mes idées à moi. Donc de ma part, il y aura probablement un petit peu d'acceptation à avoir sur l'arrivée des enfants et la place. Et leur point de vue, il va falloir laisser la place, donc c'est pas grave, je vais me mettre à faire autre chose, hein. Ça va être le temps des vrais hobbies. Et puis d'un autre côté, le challenge, vraiment le challenge, et il y a un gros challenge humain derrière. Aujourd'hui, nous on fait 190-200 payes par mois, donc il y a probablement 180 personnes qui comptent sur nous. Donc ces gens-là, ils comptent sur moi, ils doivent aussi compter sur mon successeur. Et c'est là où la relation parent-enfant, elle facilite les choses, on va être clair. Elle doit faciliter. Elle doit faciliter les choses. Elle doit faire perdurer beaucoup d'éléments de la culture, beaucoup d'éléments du sens de l'entreprise. Mais pour autant, je ne transmettrai pas s'il n'y a pas de projet derrière. Je te proposerais de revenir dans quelques mois, quelques années, quand ton fils sera venu après quelques mois pour voir comment ça s'est passé. Je reviens sur ce déroulé. Donc, in vivo, tu rentres, tu sais à quel moment tu vas sortir. Donc, tu sors à peu près. En tout cas, à quelques mois près. Et puis, tu te lances, donc, je crois que c'est ma mémoire est bonne, en 2022, dans ce projet de création. Et quand tu m'as expliqué ce que tu as vécu, j'ai l'impression que tu es rentré dans une zone, c'est mes mots, de turbulence. On appelle ça dans le coaching, OK dans le chaos management. C'est de l'incertitude, c'est l'imperfection, c'est un contexte où les bonnes nouvelles arrivent, mais aussi des mauvaises, et il faut savoir naviguer là-dedans, c'est ça? En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. En fait, il y a eu 2 parties dans ce moment finalement de changement énorme. Et qui dure 2 ans. Et qui a duré finalement, qui dure un petit peu plus, qui dure toujours. D'abord, faire le deuil au moment où je sors, c'est-à-dire que, et c'est rigolo, mais je l'ai connu à chaque fois que j'ai changé de métier quelque part. On représente quelque chose dans une organisation, on a des contacts, etc., etc. Et du jour au lendemain, il faut s'attendre à ce que tout tombe. C'est grand vide. C'est grand vide. C'est grand vide, sauf que là, c'était grand vide d'un point de vue financier, c'était grand vide d'un point de vue humain, et on se retrouve seul face à son projet. Alors heureusement, je suis dans une coopérative avec des gens topissimes. Voilà, j'ai des collègues que je peux remercier, je les remercie tous les jours. Et c'est grâce à eux aussi qu'à un moment donné, je suis allé au bout de mon projet, parce que ces gens-là vous soutiennent, ils s'impliquent, ils vous soutiennent financièrement. On est organisé pour permettre la reprise ou la création d'entreprises à l'intérieur de notre groupement là-dessus, et nos valeurs sont on vit les valeurs telles qu'on les décrit. Et là-dessus, il n'y a pas de dichotomie malsaine entre un fonctionnement externe et puis une réalité interne. Donc, ce premier choc, il dure 1 mois, 2 mois, où finalement, avant, j'avais une bagnole de fonction, j'avais une assistante, on organisait ma vie, je faisais voilà, et du jour au lendemain, plus rien. Du jour au lendemain, vous divisez votre salaire par X, donc il en manque un petit bout quand même. Donc ça, je l'avais prévu, je l'avais organisé, anticipé. Et puis, il y a
je prends 2 voies, en fait. Je me forme, parce que pour reprendre un magasin U, il faut se former. Il y a un parcours qu'on appelle projet. J'ai appris, on nous apprend à être entrepreneur. On aborde des sujets juridiques, des sujets économiques, des sujets commerciaux aussi, pour être sûr que demain, chacun d'entre nous soit au même niveau, en tout cas, le niveau de base, qu'on l'ait tous, au moment où on va créer nos entreprises. Et puis le deuxième sujet, c'est que malgré cette formation pendant laquelle on aurait pu me dire non, le magasin démarrait. Le magasin se construisait, puisque les autorisations s'étaient libérées. Donc là, on pouvait entamer enfin la construction. CDAC, c'est ça, l'autorisation. Oui, c'est ça. Donc on avait une vision assez positive d'un point de vue juridique, assez libérée, qui nous permettait de commencer à vraiment entamer le projet, donc construire le bâtiment, construire les parkings. Et donc tu démarres cette phase, non pas de conducteur de travaux, mais avant d'être commerçant, il faut construire ce bâtiment, parce que tu démarres de zéro. Je démarre d'un champ. Ouais. Et ce champ, tu le transformes en magasin. Ouais. Comment se passent les mois parce que Alors, tout ça va très vite. Cette période-là, l'argent sort pour payer, rien ne rentre. Donc on voit le niveau diminuer petit à petit, c'est ça? Alors c'est là où la coopérative, en fait, la coopérative chez nous a porté le projet. Ouais. Donc c'est-à-dire que vous avez un engagement personnel, donc vous devez payer le jour où vous l'apprenez, mais en fait toute la partie amont du portage financier est assuré par la coopérative. Donc, c'était pas mon compte en banque qui allait subir, mais c'était le jour où je reprenais, en fait, j'avais un certain nombre de risques. Donc, 2022-2023, ce qui se passe, c'est une période d'inflation hors du commun, sur tous les marchés, c'est le démarrage de la guerre en Ukraine aussi. Donc, on se retrouve avec un projet qui contient 60% de métal, qui doit subir une inflation entre 50 et 100%. Donc ton budget matériaux explose complètement. Théoriquement, explose complètement. Donc à ce moment-là, ça m'amène à plusieurs réflexions. C'est de dire, vu le niveau d'investissement et d'engagement que l'on a, et que la coopérative est pour nous, mais on a signé pour ça. Donc là, je suis quand même au milieu du gué. Et mécaniquement, c'est un sinistre financier si je ne vais pas au bout du projet. Et c'est là, je peux faire le buzz, la question. C'est ça qui m'a marqué, c'est que tu as pris la décision de vendre ta maison. Pour récupérer des fonds. À ce moment-là, pour recréer des apports, éventuellement, si on devait dû se réendetter davantage, aller au-delà du projet, ou si on voulait être tranquille d'un point de vue trésorerie, parce que entre un business plan et les business plans sont tous faux. Je pense que tous les dirigeants se le diront. À un moment, il faut être lucide, et on ne va pas le dire à nos comptables ou nos contrôleurs de gestion, mais les business plans sont tous faux. Et celui-là était particulièrement faux. Sur la partie d'investissement, on aurait pu finir à 150-180% de l'investissement qui était prévu initialement. Donc là, il y avait 2 hypothèses, soit d'abandonner le projet, soit d'aller au bout du projet, avec un petit peu de folie, probablement, et du coup de réinvestir. Donc, pour remobiliser des apports, remobiliser du cash, on décide de vendre notre résidence principale. J'ai une question. Comment on prend cette décision? C'est-à-dire que c'est la maison dans laquelle tes enfants ont grandi, c'est votre lieu de famille. Comment on arrive à se dire, entre l'option de la vendre et de se dire, je vends ma maison. L'acte est quand même extrêmement fort. Ouais, c'est fort, projet. Parce que le projet était au-dessus de ça. Ouais. C'est-à-dire dans notre vision du patrimoine, entre guillemets, le patrimoine professionnel, à ce moment-là de notre vie, il était plus important de le réaliser, parce qu'on savait que de toute façon ce serait un passage, et que si le truc marchait, ça marcherait. Et puis c'était un projet qu'on voulait. Ouais. Donc, est-ce qu'on se sent un peu fragile? Fragile, non, parce qu'on était décidé. Et je dis on parce que c'est une décision de famille. C'est une décision de famille. C'est pas une décision que je suis pas rentré un soir en disant ça y est, la maison est vendue. Chérie, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une super bonne nouvelle. Et la décision, elle s'est prise collégialement, avec l'idée de se dire, écoutez, peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais on prend cette précaution pour être sûr d'aller au bout du projet. Après, on a une vision on n'est pas hyper matérialiste sur le sujet de la maison non plus. Ça fait, chacun regarde les choses comme il le souhaite. En tout cas, moi, ma vision de ma maison, c'est important. Naturellement, c'est important. Mais c'est vrai qu'à 50 ans, c'est difficile de se dire, tu mets tout par terre, tu vends ta maison. Mais le choix d'entreprendre était supra par rapport au fait par rapport au choix d'être à l'abri. Donc, je suis parti en location. Ouais. Moi, je te partage, moi, je suis admiratif de cette capacité de dire à un moment ou à un autre, je crois tellement dans mon projet que je suis prêt à vendre ma maison, avec tout ce que ça représente, pour le projet.
Alors, Et force est de constater que tu as eu raison. Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut être suicidaire parce que finalement, si le projet marche pas, en fait, là, il n'y avait plus d'apport. Parce qu'il y avait déjà une grosse partie d'apport dans le magasin. Et finalement, si on va cramer les apports qui sont le résultat d'années d'épargne et d'investissement sur la partie personnelle, non, il ne restait plus rien. Donc le risque, c'est de faire tapis, oui, en effet. Si c'était à refaire, tu le referais ? Ouais. Sans hésiter ? Sans hésiter. Sans hésiter. Et le seul regret que j'ai eu, c'est peut-être de ne pas m'être libéré un peu plus avant de tout ça, de façon à avoir... parce qu'entreprendre, et tout le monde le sait, tous ceux qui entreprennent le savent, le vrai sujet, c'est votre trésorerie. Une boîte qui a de la trésorerie, on peut beaucoup mieux la manipuler que lorsqu'elle n'en a pas. Et nos tensions, nos nuits, nos difficultés, elles viennent bien souvent de là. Donc c'est les tensions financières et les tensions humaines maintenant, parce qu'une complexité de l'humain quand même qui n'est pas tout à fait celle qu'on avait il y a 10 ans, ça nous ramène dans un monde qui est vraiment celui de l'entrepreneur, que nul autre ne peut comprendre. Donc tu ne regrettes absolument pas l'avoir fait et pas du tout. Tu aurais fait. Je regrette de pas l'avoir fait. Je regrette pas de l'avoir fait, mais aussi ça a fonctionné. Ouais. Parce que si c'est vrai, aujourd'hui, si j'étais ici et que je me disais, non, mais je regrette pas de l'avoir fait et que j'avais vraiment plus rien, je ne sais pas si je pourrais le prononcer de la même façon. Ouais. Donc non, je regrette pas de l'avoir fait. Si c'était à refaire avec ce qu'on a eu ensuite finalement comme bon démarrage, comme bonne nouvelle, tant mieux. Et finalement, l'argent, on n'en a pas eu besoin. Ouais. C'est ça qui est dingue quand tu m'as expliqué ça en préparation, c'est que tu as pris l'édition avec ton épouse et peut-être tes enfants de vendre la maison, acte quand même assez fort. On a beau dire qu'on n'est pas matérialiste, mais il y a quand même une certaine forme d'attachement, et que, in fine, cet argent, tu n'en as pas besoin. Non, parce que le projet a trouvé ses clients très rapidement. Aujourd'hui, il est au-delà on reçoit 2 fois plus de clients que ce qui était prévu. Notre panier moyen, qui est quand même un petit peu le poumon de la dépense, il est bien au-delà de ce qu'on avait prévu, donc tout va bien en fait. Pour nos éditeurs qui sont très nombreux à nous écouter, tu peux nous parler du magasin, on parle d'un point de vente. Oui. C'est aujourd'hui combien de mètres carrés? Où est-ce qu'il est et quand est-ce qu'il a ouvert? Ce magasin a ouvert le 9 mars 2023. Il est situé à la Madeleine à côté de Lille. Ouais. C'est une commune limitrophe du Vieux-Lille. C'est un magasin qui fait 2705 mètres carrés, donc pas un énorme hypermarché. Un magasin qui est vraiment concentré sur la fabrication. Sur place, on fabrique tout. Parce qu'en fait, je me suis dit, quitte à être fou, faisons-nous plaisir dans tout. Donc moi, je veux des boulangers, je veux des bouchers, je veux des cuisiniers, etc. Donc je me suis fait plaisir là-dessus. Je suis allé assez loin dans les assortiments. Je suis, je pense, plutôt bien positionné sur les prix. Aujourd'hui, c'est mortel. Hein. C'est mortel pour ceux qui ne le font pas, on le sait, hein, on l'a vu. Il y a quand même eu la chute de Casino cette année. D'autres ne sont pas forcément en grande santé. Donc, il y a un vrai sujet dans la distribution. Et aujourd'hui, j'ai dans ce magasin 125 ETP à peu près. Donc, un peu plus de collaborateurs parce qu'il y a pas mal d'étudiants, etc. Pour mon information, cette vente de la maison, donc tu n'en as pas eu besoin, tu en as fait quoi? Ça t'a aidé pour quelque chose? Ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré pendant 2 ans avant que je les ressorte, parce que je les ai ressortis l'an dernier. Je les ai ressortis... moi, je dis l'an dernier parce que mon fiscal est décalé, je les ai ressortis cet été. En fait, ça m'a rassuré d'avoir un compte en banque qui n'avait pas de problème. Quelque part, c'était le prix, la sérénité et la sécurité. Ouais. Et du coup, j'étais pas concentré sur ça finalement, j'étais vraiment concentré sur le développement de mon affaire. J'étais sur mon business tous les jours, j'étais avec mes collaborateurs tous les jours, j'étais sur les bons sujets. Et la preuve, en première année, on a gagné de l'argent, ce qui n'était pas du tout prévu. Et du coup, ça m'a permis, moi j'ai réinvesti 100% de mon résultat pour tout de suite réaménager mon magasin, le remettre en droite ligne avec ce qu'attendaient les clients, réinstaller les métiers, remettre j'ai réinvesti tout le résultat dans le magasin, chose que j'aurais peut-être pas faite si j'avais eu une trésorerie un peu tendue. Comment on vit ces quelques mois de turbulence où il y a beaucoup d'incertitudes, on prend des décisions assez radicales pour le projet? Comment on vit? On est serein, on dort bien,
on dort pas si bien que ça. On se remet en question souvent. Bien souvent, je me suis dit, mais est-ce que tu fais pas une connerie quand même? Est-ce qu'on a peur? Ouais, mais alors pour moi, ça me stimule. La peur m'a stimulé. Après, dans mon historique de salarié, j'avais des check-up annuels. J'ai refait le même check-up 2 ans après, j'ai dû un peu morfler d'un point de vue physique quand même. Ah oui, le corps a pris. Le corps a pris, parce que finalement, donc ça m'oblige à me remettre en selle sur certains sujets, mais non, on le subit aussi physiquement, donc faut pas minorer toutes ces choses-là, faut continuer à prendre soin de soi. La santé dans cette du période-là, dirigeant, la santé du dirigeant, j'avais pas arrêté, alors je suis pas un super sportif, mais je cours une fois par semaine, je continuais, pendant ce moment-là, je courais un peu plus, parce que finalement, j'ai découvert l'indépendance de mon agenda. Chose que je n'avais jamais eue. Et là, donc du coup, j'ai appris à me créer des moments, j'ai appris à me créer des temps, j'ai appris à finalement à faire ce que j'avais envie de faire. Et prendre soin de soi. Et prendre soin un de peu moi. plus en tout cas. Ouais, un petit peu plus. Dans le contexte que tu nous as présenté, comment on fait pour prendre les bonnes décisions? Parce que ces contextes-là, moi je les perçois comme des moments où il est important de prendre des bonnes décisions, ou en tout cas pas prendre de mauvaises décisions. Comment on fait pour réussir à sortir un peu la tête de l'eau, checker, prendre les bonnes décisions? Est-ce que tu as une recette? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors, moi j'ai la chance, j'ai eu la chance, et nous avons la chance chez U d'avoir des comités de suivi avec nous. C'est-à-dire, on a des collègues qui ont l'expérience, concrètement, qui ont le savoir-faire, et avec qui on peut échanger assez librement. Alors, j'ai jamais partagé 100% de mes problématiques, parce que sinon je partageais de la folie. Donc il y a un sujet de réputation derrière. On va se dire, mais il est complètement dingue de prendre cette décision-là s'il fait une connerie énorme. Ça, c'est pour ton épouse? Et du coup, ça, je protégeais un petit peu. Je me protégeais, mais pour autant, les bonnes ou les mauvaises décisions, c'est dans la même vie que celle de salarié. J'ai pas vraiment vu de différence sur la méthode de décision de ce que j'avais avec ce que j'avais auparavant. La seule chose, c'est que l'implication, elle est beaucoup plus directe sur votre vie quand vous êtes entrepreneur. Ça touche directement ta vie, en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est, je crois, 23, 27 années que tu as eu sur des postes de cadre dirigeant? Quelque part, ça t'a formé, ça t'a appris à prendre des décisions complexes, des décisions dans J'ai été l'incertitude? cadre dirigeant à 30 ans. À 30 ans, j'étais dans un comité de direction. Et à 31 ans. À 31 ans, j'étais dans le comité de direction. Et du coup, c'est vrai qu'avec l'expérience, on apprend malgré tout à décider. Même si c'est pas notre argent, on est quand même attentif. On est attentif au PNL, on est attentif à l'entreprise. Alors après, chacun décide différemment, mais moi, c'était mon cas. Et du coup, j'ai pas vraiment vu de différence là-dessus. Ok. Est-ce que les proches, ça peut être l'époux, l'épouse et les amis, ont été ou sont encore aujourd'hui des soutiens importants pour toi? C'est plus que des soutiens, en fait. Je les aborde pas comme des soutiens. En fait, c'est la pierre angulaire de mon bien-être. Aujourd'hui, j'ai pas... à titre personnel, bien sûr, je vais prendre soin de moi, je vais essayer de faire des choses pour moi, mais sans cette capacité à échanger avec d'autres, rien ne se passe. Et le fait de s'enfermer dans un monde professionnel uniquement, et de parler qu'à des entrepreneurs ou des gens comme moi qui sont des entrepreneurs de chez U, par exemple, pour moi, ça ne suffit pas à mon équilibre. Donc aujourd'hui, non, ça assure mon équilibre. Ouais. Et c'est comment s'ouvrir à l'extérieur. Ouais. Et j'ai jamais demandé de soutien à mes amis ou mes proches, en fait, parce que c'est mon problème. Au bout du bout, c'est mon problème. Et par contre, si, ils sont venus, il y en a beaucoup qui sont venus m'aider. La veille de l'ouverture, à mettre des étiquettes, à remettre des produits, etc. Et c'était super sympa. Et là, on se sent soutenu. On se dit, ouais, en effet, on se sent soutenu, et c'est vraiment un bon signe. Mais en fait, le vrai soutien, c'est pas celui-là. Le vrai soutien, c'est celui des collaborateurs tous les jours, quand ça marche. Parce que finalement, moi j'ai construit, on a démarré, on était 65. On a connu des paliers de croissance, mais vraiment à vitesse très élevée. Au début, j'ai fait un peu tous mes rêves. Je m'étais dit, tiens, finalement, je vais recruter des gens qui sont en difficulté dans le monde de l'emploi. Remettez-vous en 2023, beaucoup plus de tension sur le recrutement, des difficultés de trouver du nombre. Et je partais de zéro, donc il fallait trouver 65 personnes, donc c'est pas évident. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais travailler avec Pôle emploi, avec les associations pour recruter des gens. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas trouver des gens qui sont éloignés du monde de l'emploi depuis longtemps. Et donc, j'ai eu un nombre élevé
de salariés qui étaient très éloignés du monde de l'emploi. Alors c'était une bonne et une mauvaise idée. La bonne idée, c'est que d'un point de vue humain, c'est chouette, on a l'impression de réaliser un truc, une œuvre sociale, on va dire, entre guillemets. Mais d'un point de vue productivité, c'était une catastrophe, parce que ces gens-là, finalement, avaient besoin de réapprendre à travailler. Donc un certain nombre nous ont quittés assez rapidement, de même. Hein. Et puis ensuite, il a fallu recruter, et à chaque palier, je me rendais compte que finalement, beaucoup de managers ne suivaient pas le volume. C'est-à-dire, vous êtes manager avec 5 personnes, vous n'êtes peut-être pas un manager avec 10 personnes. Et du coup, on a changé 4 fois d'équipe. Ce podcast touche un peu à sa fin. Si tu avais des conseils à donner à nos auditeurs sur ce que tu as vécu, ce que tu retiens de ça serait quoi? Croyez dans ce que vous faites. Croyez en vous. C'est normal qu'on ait des doutes, mais heureusement qu'on a des doutes. Mais croyez en vous, on a un contexte qui est hyper compliqué. Si on vivait qu'en écoutant les médias, on aurait tout intérêt à tout arrêter demain. Mais je pense qu'il faut croire dans nos projets. Parce que l'entrepreneuriat, c'est chouette. C'est beau, en fait. Est-ce que tu es un homme heureux depuis que tu as créé? Je suis très heureux. Je ne dis pas épanoui, tout ça, mais je suis très heureux. Ouais. Et je suis accompli dans ce que je fais. Ouais. Ça se voit. Guillaume, merci beaucoup. Merci Hervé. À bientôt. Merci. À bientôt. Ouais.